Bonjour, moi c'est Angélique et comme je disais dans les vidéos précédentes, je parlais des violences conjugales. Alors j'ai abordé le sujet des violences conjugales physiques, puis des violences conjugales psychologiques. Je vais également aborder le sujet des violences sexuelles ou des viols conjugaux. Alors bien évidemment, c'est pas la partie la plus facile pour moi parce que malheureusement je les ai vécues. Et je peux largement dire que de la part de son conjoint ou de sa conjointe, puisque de toute manière ça peut avoir lieu dans les couples hétéros comme dans les couples homo, et je peux dire que c'est un enfer. Parce que les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ce genre de choses, ça se fait progressivement. Alors la première fois, bien évidemment, la personne, l'agresseur, va se dire bon, bah, peut-être que la première fois, bon, ça arrive, elle est fatiguée ou elle est pas bien ou passe. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, plus vous allez lui dire non, plus pour cette personne, ça lui paraît inadmissible. Parce que bien souvent, ça c'est dans les couples hétéros, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui estime que parce qu'elle est mariée avec vous, vous avez le droit de ne rien dire. Vous n'avez pas le droit de lui dire non. Si cette personne a envie, point, vous devez vous laisser faire. Et si vous osez en parler, bah, c'est pas compliqué. On va vous répondre, bah écoute, t'as choisi de te marier avec, t'assumes. Voilà. Donc autant dire que pour moi, ça a été un enfer. Parce que je n'expliquerai pas là pourquoi est-ce que je me suis mariée. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ça, c'est possible, je ne sais pas. Mais en attendant, les choses se sont déroulées comme ça pour moi. Donc il a commencé à m'humilier déjà parce que, eh bien, quand je lui disais non, alors quand c'était pour des raisons physiologiques, comme toute femme, bon bah, il pouvait rien dire, donc bah, il disait rien. Mais au fur et à mesure, il m'a humiliée dans le sens où il racontait ce qui se passait dans la chambre et pourquoi est-ce que je lui disais non et que monsieur n'acceptait pas la chose. Donc bien évidemment, j'ai eu le droit aux critiques, j'ai eu le droit au fait que c'était pas normal que je lui dise non et que vu que je suis mariée, ben j'écarte les jambes entre guillemets pour rester polie et puis ben j'ai rien à dire. Voilà. Sauf que au bout d'un moment, je lui disais non, non, non. Et les viols, parce qu'on peut appeler ça comme ça, se déroulaient au moment où je m'endormais. Alors au départ, la vigilance, elle est de peut-être quoi, 5-10 minutes. Et plus ça va, et plus on devient survigilant. On va surveiller le moindre bruit, la moindre respiration. On va essayer de se protéger au mieux, jusqu'au point de faire chambre à part. Seulement mon ex-mari, ça ne l'a pas arrêté. Donc, il a fallu que je mette d'autres choses en place. J'ai essayé de bloquer ma porte, mais je me suis vite rendu compte qu'une fois la porte bloquée, ben, j'avais plus aucune issue, puisque le temps que j'ouvre le volet pour pouvoir m'enfuir et ouvrir la fenêtre, malheureusement, eh bien, c'était pas possible, parce que vu que c'était un volet roulant manuel, impossible. J'ai même fini par dormir avec une arme blanche sous mon oreiller. Ça ne l'a pas arrêté pour autant. J'ai dû trouver d'autres solutions qui le dérangeaient, puisqu'il confondait homosexualité et pédophilie. Donc il a fallu que je mette en place le fait d'utiliser la pornographie. Alors même si je sais que ça n'est pas la solution, je le dis bien, ça n'est pas la solution, parce que bien souvent c'est le contraire. Ça excite un homme de voir deux femmes avoir des relations intimes. Mais pour moi, ça a été le moyen
d'empêcher qu'il m'agresse. Voilà. Donc voilà. Et puis évidemment, un soir, j'étais tellement fatiguée, épuisée, je me suis endormie. Et ce qui m'a réveillée, c'est son poids sur moi. J'ai juste eu la force et le réflexe d'utiliser le couteau que j'avais en dessous l'oreiller pour pouvoir me défendre. Il a eu peur et j'ai eu une chance énorme, je le conçois aujourd'hui. La lame ne l'a pas touché. Donc il s'est relevé, il est parti dans sa chambre en râlant, en me traitant de folle. Et j'ai eu de la chance qu'il n'a pas prévenu la police parce que sinon j'étais mal. Je sais qu'il était à peu près environ 2-3 heures du matin, donc autant vous dire que j'étais épuisée, fatiguée, j'en pouvais plus. Et évidemment, ça a été le déclic qui fait que je suis partie. Alors je le dis, je le répète, c'est pas si facile que ça de partir. C'est pas si facile. C'est même très compliqué. Mais j'ai eu ce qu'on appelle un retournement de cerveau qui m'a dit faut que tu partes. Faut que tu partes. Et quelque part, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu d'enfant. Donc ce qui veut dire que j'ai pu partir et sauver ma vie. Et aussi sauver mon avenir. Voilà. Après, les conséquences, par contre, une fois que j'ai été partie, elles ont été aussi terribles que les violences. Voilà. Parce que même si on arrive à prendre son appartement, on continue d'avoir peur. Le moindre bruit vous fait sursauter. On va développer des tocs. Mais sans comprendre pourquoi. Les miens ont été de me laver les mains 50, 60 fois par jour, au point d'avoir des crevasses profondes dans les mains. Et j'y passais par-dessus du gel hydroalcoolique. Donc autant vous dire que les douleurs étaient immenses. Mais je ne disais rien, je serrais des dents. J'ai aussi ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Avoir l'impression que mon agresseur était là alors que ce n'était pas le cas. Donc pour se rendormir, c'est très compliqué. Les nuits ne sont pas reposantes. On est épuisé. J'ai aussi eu le réflexe de vérifier mes placards, mon frigo. 50, 60, 70 fois par jour. Au début que je suis partie, je ne pouvais pas rester chez moi, il fallait que je sorte. Et tout ça, ce sont les résultats des violences conjugales que j'ai subies. Alors bien évidemment, je garde des réflexes, et ces réflexes-là, je les garderai à vie. Comme le fait de me protéger la tête. Ça, je le garderai toute ma vie. Le fait également de me méfier de certains comportements. Si on va s'approcher de moi trop près, je vais avoir tendance à rester sur mes gardes. Les regards, certains regards font que je vais rester méfiante. Les gestes, les mots font que je ne reste pas insensible. Quand je vois quelqu'un dans la rue avoir le moindre acte de violence, je ne peux pas rester sans rien faire. Et ça, c'est pas anodin. Ce sont les conséquences de ces violences. Donc je peux affirmer que les violences conjugales, même après, ont des conséquences. Et certaines de ces conséquences sont là à vie. Il faut bien le dire. Il faut bien le noter. Voilà. Donc, je permets de dire aux personnes extérieures, ne jugez pas une personne qui va avoir un comportement qui voue vos offenses. Parce que derrière, ça peut cacher quelque chose de bien plus grave. Voilà.
On va souvent faire l'amalgame d'avec un problème d'éducation. Or, parfois, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai eu une très bonne éducation. Quand je suis chez quelqu'un, je suis polie, correcte. Maintenant que ces violences-là, j'ai réussi à faire passer certaines choses derrière moi grâce au travail que j'ai effectué avec psychologue et psychiatre, les deux, il y a des choses dont j'ai réussi à me débarrasser. Le lavage de mains notamment, vérifier les portes, vérifier mon frigo, ça j'ai pu m'en débarrasser. Voilà. Mais dites-vous bien que si un trauma similaire refait surface dans ma vie, il est fort probable que ces tocs reviennent. Donc j'y fais extrêmement attention. Donc quand on a l'impression qu'une personne va avoir un comportement qui vous dérange, posez-vous la question à savoir si ça n'est pas dû à des violences conjugales. Pareil, une femme ou un homme qui vit des violences conjugales, posez-vous la question, lorsqu'elle vient au travail, de pourquoi est-ce que vous avez remarqué soit certains gestes, soit certains comportements, soit certaines marques. Posez-vous des questions. Et si la personne, quand vous apercevez qu'elle a des marques à des endroits, elle a un œil au beurre noir, des marques sur le cou qu'elle essaye de cacher avec un foulard ou une écharpe ou je ne sais quoi, par pitié, et ça c'est moi qui vous le dis en tant que femme et victime, ne laissez pas cette personne repartir. Parce que peut-être que le lendemain vous la verrez, mais malheureusement, dans bien des cas, cette personne vous ne la reverrez pas, elle sera morte sous les coups de son conjoint. Ou alors elle aura commis l'irréparable, mais pas dans le but que ce soit un crime néfaste, que ce soit un crime vénal ou un crime crapuleux. Non. C'est parfois tout simplement de la défense. Parce qu'une femme ou un homme qui a vécu des violences conjugales, que ce soit dans un couple hétéro ou un couple homo, dites-vous bien une chose, qu'à un moment donné, ça va être sa vie ou celle de l'agresseur. Et croyez-moi, dans la tête de quelqu'un, le choix est vite fait. L'instinct prend le dessus, et par la suite, cette personne-là peut commettre l'irréparable. D'ailleurs, l'un des derniers cas qui est passé aux informations qui a été significatif et qui a été jugé à Chalon-sur-Saône, la ville dans laquelle je vis, c'est le cas de Valérie Bacot. Alors malheureusement, oui, c'est un cas extrême, mais malheureusement, ce sont des crimes qui arrivent régulièrement. Et de victime, cette personne qui a subi ces violences va passer coupable et on va inverser les rôles. Donc, par pitié, avant que la personne en arrive là, faites en sorte que si cette personne dit je dois repartir avec de la peur dans ses yeux, ne la laissez pas partir et prévenez les forces de l'ordre. Parce qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de policiers et de policières sont formés à ce genre de choses. Et croyez-moi, la personne vous en sera reconnaissante. Voilà. Donc, pour le moment, le sujet est clos. Si vous avez besoin de poser des questions, posez vos questions. J'y répondrai sans souci.